retrouvés aujourd'hui. C'est la deuxième édition chez vous, des éditions des conférences Parlez-moi de vous. Je suis également DG d'un centre de formation et de solutions pédagogiques qui s'appelle Se former autrement. Et donc, bien entendu, Orange nous accueille ici. Orange est là, on est ensemble pour vous accompagner dans votre développement personnel. Le thème de ce soir, thème simple mais essentiel. Confiance et ou performance, que faut-il privilégier au sein de notre équipe? Ce soir, nous avons la chance d'accueillir deux personnalités d'exception qui incarnent cette recherche d'équilibre entre exigence et humanité. Je vais commencer par Madame Myriam Kofi Kadio-Morokro, secrétaire générale d'Orange Côte d'Ivoire. Myriam est une avocate de formation experte en gouvernance d'entreprise et en droit des affaires. Avec plus de 20 ans d'expérience en France et en Côte d'Ivoire, Myriam allie expertise juridique, rigueur stratégique et vision humaine de la gouvernance. Elle est spécialiste du conseil juridique et du contentieux judiciaire et arbitral. Elle accompagne dirigeants, PME et groupes de sociétés dans la stratégique, la prévention des risques et la maîtrise des enjeux de conformité. Ça en fait des choses, hein, quand même. Elle est également secrétaire de conseil d'administration et administratrice de société. Elle est reconnue pour son rôle clé dans la structuration juridique et éthique des organisations. Formatrice de dirigeants sociaux, elle intervient sur les responsabilités civiles et pénales, ainsi que sur les problématiques contractuelles, sociales et de gouvernance. Médiatrice professionnelle, je suis très heureuse d'avoir rejoint l'équipe. Elle favorise le dialogue et la résolution constructive des différends au sein des entreprises. Son parcours s'étend sur des secteurs à forte régulation comme la banque, l'assurance, les télécoms et le mobile money, où elle conjugue exigence, intégrité et engagement au service d'une gouvernance. Tout ça, c'est toi. D'une gouvernance responsable et performante. Je vous demande d'applaudir. Ça rigole pas, hein? Ah ouais. Sur le ring. Et maintenant... Et maintenant, je vais vous présenter Hachim Diop, directeur général de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, qui est un expert reconnu du management hospitalier et de la transformation des institutions de santé. Il se distingue par un parcours international alliant rigueur, vision stratégique et engagement humain. Vous le verrez tout à l'heure. Titulaire d'un master en gestion des institutions de santé, il débute sa carrière au sein d'un cabinet de conseil où il pilote de nombreux projets médicaux à travers la France. Rapidement animé par la volonté d'agir au cœur des établissements, il rejoint des fonctions opérationnelles dans le secteur hospitalier. De retour en France, il exerce comme consultant indépendant et conduit la fusion du groupe hospitalier La Croix-Saint-Simon à Paris. Parallèlement, il accompagne divers acteurs du secteur de la santé, en France comme en Afrique, dans des missions de conseil stratégique de gouvernance et d'organisation. En 2019, il prend enfin la tête de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Donc, Hachim incarne un leadership éclairé, fondé sur l'exigence, la bienveillance et une vision systémique de la santé. Son ambition, bâtir un modèle hospitalier durable, performant et profondément humain au service de la vie. Voilà. Merci. On va commencer avec Myriam, notre SG préférée. Dans une grande organisation comme Orange, Myriam, la culture du résultat est omniprésente, comme tu sais. Selon toi, dans une équipe, faut-il d'abord bâtir la confiance pour atteindre la performance ou au contraire, prouver la performance pour mériter la confiance? Gang. Bon, Stéphanie, déjà, avant de répondre à ta question, je te remercie de m'avoir associée à ce thème. Et on disait avec Hachim qui a l'air simple comme ça, mais moi, je ne m'étais jamais vraiment intentionnellement posé la question entre ces deux, on va dire, ces deux valeurs, ou ces deux notions. Et donc, merci de nous avoir fait réfléchir, cogiter. Alors, pour répondre à cette question, moi, j'ai envie de dire que la performance, c'est pas une question. En réalité, elle est évidente. C'est l'objectif qui est recherché. Nous sommes dans des environnements où il y a des investisseurs qui ont misé, dans des entités et qui attendent un retour sur investissement et donc une performance.
Et des équipes sont mises en place justement pour garantir cette performance. Donc pour moi, c'est l'objectif principal. Maintenant, comment on le mène, cet objectif, comment on l'atteint, il y a des outils et la confiance est fondamentale. En ce qui me concerne, dans les personnes qu'on va choisir, justement pour atteindre cet objectif. Donc, je dirais performance, évidemment, c'est l'objectif, mais la confiance est fondamentale. D'accord. Merci. Et peut-être pour ajouter par rapport à Orange en particulier, Orange se présente comme un opérateur engagé et donc citoyen. Et donc la valeur confiance est importante pour ces parties prenantes, et notamment sur tous les aspects crédibilité, respect des règles. Donc s'appuyer sur des personnes en qui on a confiance pour porter la confiance me semble quand même évidente. Donc c'est ce que je pourrais répondre en introduction. Excellent. Elle n'est pas simple, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait chercher, ça fait effectivement s'interroger sur pas mal de choses, et ce sont des questions importantes. Alors Hachim, dans le monde hospitalier, parce que là c'est un monde particulier, la performance touche à la vie même des personnes, mais aucune équipe médicale ne fonctionne sans confiance, selon moi. Comment vois-tu ce lien entre performance et confiance dans ton environnement? Sont-elles interdépendantes ou l'une précède toujours l'autre? Très bonne question. Merci Stéphanie pour ces questions et cette façon de torturer un peu l'esprit. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Vraiment, c'était une super occasion là, de débattre sur un sujet vraiment compliqué. Alors moi, j'ai vu confiance performance. Je me dis c'est super simple. On va venir et puis on va discuter un peu simplement. Oui, j'ai confiance aux gens ou la performance, c'est quoi? Et en fait, non, c'est très compliqué. Alors pour moi, c'est très différent. La confiance, elle s'exprime déjà donc le personnel envers le cadre de fonctionnement général. Ça veut dire que j'estime que le personnel, les équipes doivent avoir confiance dans le cadre dans lequel ils évoluent. Le DG doit avoir confiance dans le cadre qu'il met en place. Voilà. Donc pour moi, ça m'a obligé à réfléchir et de voir vraiment où je situe la confiance dans une structure. Et je me suis dit qu'il y avait un autre élément de confiance qui était important, qui me paraissait indispensable, c'est la confiance entre les équipes. Voilà. Donc on parlera peut-être plus tard de la confiance du directeur envers les équipes, parce que c'est peut-être de ça aussi dont il s'agit. Et donc pour moi, effectivement, la confiance est indispensable, c'est une nécessité. Mais ça n'a rien à voir avec la performance. La performance, c'est très objectif, mesurable, c'est d'un repère très clair. La confiance, ça peut être un mauvais juge, c'est une perception, une croyance. Pour moi, très clairement, donc ça peut des fois nous piéger. En tant que dirigeant, des fois, avoir confiance ou pas en quelqu'un. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on pourrait avoir confiance ou pas à la personne. Il y a des éléments qui sont de l'ordre de la perception et qui peuvent être un piège à la gestion. Donc la confiance et la performance sont interdépendantes. Les deux vont clairement l'une avec l'autre. Mais par contre, il n'y a pas d'ordre à mon avis. C'est-à-dire que l'une ne précède pas forcément l'autre. Je pense qu'il y a des situations où la performance peut aider à construire la confiance. Quand vous mettez en place une structure, quelque chose où les gens pas trop, ils doutent un peu, c'est la performance qui va les aider à adhérer. Et des fois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que des fois, c'est la confiance qui va emmener la performance. C'est parce que les équipes sont motivées entre elles et tout. Donc c'est des ressorts complètement différents, interdépendants, mais question complexe. Oui, la hiérarchie, elle n'est pas simple entre les deux. Non, j'ai pas réussi à la faire. Je me suis posé la question, mais j'ai eu l'impression que c'était des éléments qui étaient liés entre eux, mais différents complètement. Bien sûr. De l'ordre de l'humain un peu, quand même. On peut l'objectiver, on en parlera plus tard. Et l'autre plutôt de l'ordre de quelque chose de très clair et de très facile à mesurer et à percevoir. Voilà. Ouais, non, c'est complètement ça. Myriam, dans les grandes entreprises, les objectifs sont souvent élevés, parfois même perçus comme inatteignables. Comment continue-t-on à motiver, à fédérer, quand la pression du résultat est parfois très forte ? La pression du résultat. Alors, on parle encore de performance. Comment on atteint la performance dans un environnement, on va dire, sous pression, avec des enjeux importants, avec des montants importants, avec des risques importants. Je pense qu'on définit une vision très claire. Il y a une idée de clarté que tout le monde doit avoir sur l'objectif qu'on vise et de relayer régulièrement cette vision-là pour que tout le monde reste focus sur l'objectif qu'on vise. Maintenant, la pression, justement, elle est intéressante puisque c'est là où on va se surpasser. C'est là où on va révéler les potentiels.
Et c'est là où justement la confiance va intervenir pour motiver les uns et les autres à réaliser que l'objectif tel qu'il a été fixé est tout à fait réalisable, puisqu'on a un historique. Si on est une grande entreprise, c'est parce qu'on a bâti des choses et qu'on a gravi des échelons et qu'on a fait face à certaines adversités. Et donc, on rappelle l'historique, pourquoi on est là, ce qu'on vise et la capacité qu'on a en collectif de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, de manière, on va dire, résumée, c'est l'environnement sous pression, justement, qui révèle les capacités des uns et des autres et justement la confiance qui est véhiculée, qui garantit, on va dire, à chacun qu'il peut atteindre l'objectif. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire dans mon propos. Clair. Est-ce qu'il y a une phrase de Dickens qui dit que la confiance se mérite par la cohérence, la pression devient constructive quand chacun comprend le sens de l'objectif? C'est exactement ça. Je pense que quand la vision est bien définie et que tout le monde peut se l'approprier, ben, en fait, on avance vers l'objectif. Et même s'il a l'air... moi, il y a une idée de viser la Lune pour atteindre les étoiles. C'est vraiment l'objectif. On peut le percevoir comme inatteignable, mais en réalité, on a beaucoup d'exemples où des choses avaient l'air impossibles et elles ont pu être faites. Donc à force de confiance ou à force de performance pour ça s'alimente. Comme Achim le disait, ça s'alimente, c'est un cercle qui s'alimente. Mais quand on est sous pression, je pense que la question confiance est fondamentale. Parce que il peut y avoir des doutes, il peut y avoir une perte de maîtrise même. Et donc lorsqu'on est rassuré, là j'en appelle à la capacité peut-être des dirigeants ou de ceux qui composent l'équipe à rassurer sur les capacités de mener cette vision à bien, et on peut atteindre des objectifs. Voilà. Bien sûr. Mais justement, Achim, parce que la pression, elle est très constante aussi dans ton milieu. Les équipes sont confrontées à la fatigue, au stress et j'en passe, la peur de mal faire. Dans ces conditions, la confiance reste-t-elle possible, en fait? Est-ce que ça ne devient pas un luxe que seuls les temps calmes permettent, véritablement? Non, clairement, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Mais ça va être une nécessité dans le sens où il va falloir que le cadre, ce que je disais tout à l'heure, donne confiance au personnel. Pour nous, l'environnement hospitalier, ce cadre doit comprendre les moments de pression des équipes, doit comprendre quand il faut qu'ils se réunissent, quand ils échangent. C'est-à-dire que c'est un cadre qui est vraiment complet, qui doit permettre auquel les gens ont confiance. Ils savent que s'ils ont fait des heures sup, c'est prévu. Moi, très concrètement, ce genre de choses. Ça permet en fait à ce que tout le monde puisse évoluer de manière plutôt sereine et supporter mieux la pression. Et surtout, l'autre élément important dans notre environnement, c'est que si on n'a pas ce cadre dans lequel on a confiance, en fait, ils ne peuvent pas être performants. Ils ont besoin d'exprimer des compétences techniques. Un médecin, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de réfléchir, il a besoin ou un infirmier de prendre des décisions. Pour prendre ces décisions, il faut qu'il soit rassuré sur son cadre. Il faut qu'il sache que l'environnement dans lequel il évolue, par exemple, comprend l'erreur. Parce qu'on est des humains et que cet environnement comprend l'erreur, est capable de la juger de manière intelligente. Il faut qu'il sache que l'environnement est juste, que l'environnement va pénaliser celui qui à côté de lui n'a pas bien fait. Par contre, bref, c'est un peu cet ensemble, quoi. C'est un peu comme une société. Si on a tous confiance en la justice, ça se passe beaucoup mieux entre nous. Moi, en fait, je me dis, j'ai un peu cette vision d'ensemble. Et donc, forcément, la confiance est une nécessité beaucoup plus qu'un luxe dans ce cadre-là, quoi. Et ça aide à diminuer finalement la pression, à mon sens. Et ça aide à faire en sorte que les équipes puissent exprimer pleinement leur potentiel. D'accord. Très bien, intéressant. Très intéressant aussi. Non, c'est intéressant dans la mesure où on n'imagine pas en fait que la performance finalement, dans certains contextes, puisse prendre plus de place que la confiance elle-même. Que la confiance, on décide de la positionner à un autre niveau finalement d'organisation, mais pas forcément qu'en les hommes en fait. Et de dédier cette confiance à un système qu'on met en place et finalement qu'on soit là ou pas, le système fonctionne. Et on a confiance au système. Donc oui, j'entends, et ça parle. Et dans un environnement hospitalier, bien entendu que ça résonne. Myriam, alors, on parle souvent de confiance, mais dans les faits, tout se contrôle. C'est ce qu'on dit, qu'on check tout, et surtout toi, dans ton environnement. Les chiffres, les délais, le comportement. Comment trouve-t-on justement cette juste dose de contrôle? À partir de quand on a besoin de maîtriser, enfin, je veux dire, de savoir que trop maîtriser peut être un frein à la performance?
Oui, ta question me fait penser à un slogan qu'on a beaucoup entendu à un moment donné à Abidjan, c'était « Confiance d'accord, mais prudence d'abord ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, le contrôle, il est essentiel. Par contre, il faut éviter d'aller dans les deux extrêmes, c'est-à-dire du surcontrôle ou pas de contrôle du tout. Donc il y a un équilibre à trouver. Et pour rejoindre Hachim sur le fait que le cadre déjà en lui-même garantit une certaine conformité, il y a tout un socle documentaire, il y a toute une gouvernance qui est mise en place déjà pour assurer qu'il y a un minimum qui est fait. Et maintenant, dans le day-to-day au quotidien, il faut justement savoir déléguer, savoir laisser les uns et les autres s'exprimer dans ce qu'ils sont censés faire et ne pas être sur leur dos littéralement, parce que là, du coup, ça peut tuer la motivation, ça peut tuer la confiance et ça peut tuer la performance. Donc, il y a un équilibre à trouver. De la même façon, il ne faut pas non plus aussi être dans, on va dire, la complaisance totale ou le lâcher-prise total, parce que là aussi, on a besoin de surveiller à des moments, à des intervalles réguliers, si les choses fonctionnent comme elles devraient. Donc voilà, et je pense que c'est... quand je réfléchissais à la question, pour moi, la confiance, c'est vraiment une intention. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui évolue ou qui régresse et qui se travaille. Et donc, en fonction des personnes avec qui on travaille, on peut plus ou moins lâcher ou plus se contrôler. Donc, c'est pas une science exacte. Il faut savoir où mettre le curseur. Bien sûr. Voilà. Il y a Charles Pépin qui dit que le surcontrôle est une forme de peur et pas de rigueur. Et que ce surcontrôle ne doit pas rétrécir l'espace de l'initiative. C'est vrai que quand on est trop dans le contrôle, on limite la capacité de ces équipes à prendre des initiatives et à effectivement être libre d'oser finalement. Exactement. Et ça tue justement la performance puisqu'on brime littéralement les potentiels et donc les différentes valeurs ajoutées qui peuvent être apportées à un projet ou à une mission définie. Tout à fait. Je pense qu'il faut savoir laisser les gens s'exprimer dans ce qu'ils ont à faire. Et soi-même, on peut devenir inefficace aussi, à vouloir tout contrôler. Et on se détourne de l'objectif en faisant ce que d'autres sont censés faire. Exactement. Exactement. Merci Myriam. Hachim, dans un environnement aussi normé que le tien, les protocoles sont vitaux. Mais trop de règles peuvent aussi tuer l'initiative. Comment gardes-tu la rigueur sans freiner la créativité? Alors créativité avec de gros guillemets, hein, parce que j'imagine qu'à l'hôpital, voilà, ou la réactivité de vos équipes, on est d'accord. Les gens ne vont pas apprécier si non, c'est ça. On va avoir un peu de problème de confiance du public si on invente trop. Non, nous c'est vrai que le socle de l'activité d'un établissement, vraiment, c'est les protocoles. Je pense que c'est un peu comme ce qui se fait dans d'autres secteurs, très normés. Donc le protocole, c'est vraiment les protocoles de base, doivent être très bien maîtrisés, parce que c'est ce qui assure vraiment un socle d'efficacité et de sécurité pour tout le monde, pour les équipes et aussi pour les utilisateurs. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est la notion de réactivité, qui finalement raccroche un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'environnement. C'est la réactivité, c'est la capacité des équipes à exprimer leurs compétences. Et pour ça, il faut qu'ils aient un cadre qui le permette. Si j'ai peur de la moindre erreur, si je ne sais pas si ça va être considéré ou pas, si je ne sais pas si ça va être reconnu ou pas, je ne vais peut-être pas réagir de la même façon. Donc encore une fois, le cadre va aider à cette réactivité. Et après, la créativité, elle ne s'exprime pas n'importe comment, c'est une créativité qui doit être maîtrisée. En fait, il y a des marges de manœuvre, mais qui sont en fait expérimentées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, personne ne peut inventer quelque chose comme ça. Les situations complexes, il y a des gens qui les ont vécues et d'autres qui ne les ont pas vécues. C'est l'expérience qui parle dans ces cas-là. Et donc les vrais moments de créativité pour les équipes, c'est quand on construit les projets, quand on améliore les organisations, quand on revoit nos protocoles. Et donc c'est là où ils peuvent exprimer un peu leur créativité, mais on va pas au-delà. Nous, on n'est pas un institut de recherche, on n'invente pas des nouvelles techniques opératoires. Donc oui, forcément, la créativité est limitée, mais c'est ce qui assure aussi quelque part cette limite. L'efficacité et surtout la sécurité. On vous propose un cadre avec des règles, mais qui n'empêche pas l'innovation ou la pensée. Mais l'innovation, elle a un chemin qui va être peut-être très vertical. C'est quelque chose qu'on va prendre de l'extérieur, qui va venir sur nous. Mais elle existe. Mais elle existe. Ou ça va être en interne, dans l'organisation, comment on va revoir notre circuit, comment on va essayer d'améliorer quelque chose en changeant peut-être de critères de pensée, en disant mais maintenant on va vraiment mettre le patient au centre. Donc on va revoir exactement les choses et peut-être faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Voilà. On dit la règle protège, l'intelligence fait progresser. C'est un peu ça, c'est exactement ça, je pense. Ok,
Ok. Alors, c'est le moment de ma question FRA. Seuls les Ivoiriens peuvent comprendre. La question FRA, et donc je vais t'expliquer. Oui, m'expliquer. Non, parce qu'Achim ne savait pas ce que FRA voulait dire. Alors, ma question FRA, qui est posée bien sûr à tous les deux. Est-ce que l'on peut garder au sein de son équipe une personne en qui nous n'avons pas confiance? Et si oui, comment est-ce qu'on travaille avec cette personne sans fragiliser l'ensemble de l'équipe? Et sinon, comment le dire ou l'assumer sans prendre le risque de détruire tout le climat autour? Donc je commence par Myriam. Ça te va? Ça me va. Tu as compris, c'est quoi la question? On dit aussi violente question. Oui, c'est ça. Ok. Alors, tu as parlé d'une question de possibilité. Oui, c'est possible de maintenir dans des équipes quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Je pense que c'est possible parce qu'il y a une marge d'ajustement. Comme je disais, la confiance, ce n'est pas un absolu. Il y a des degrés. Il y a des domaines de confiance. Donc, en fonction de ce qu'on est censé mener ensemble, on peut travailler sur certaines choses s'il y a de la bonne volonté. Et puis, on peut aussi au moins avoir l'avantage d'être averti, de ne pas être surpris. Donc, on sait ce qu'on peut mettre en place éventuellement pour contourner différents risques. Et je pense qu'à un moment donné, si l'exercice révèle ses limites, il faut avoir le courage de prendre des décisions. Mais je pense que ça ne doit pas être le réflexe. Inversement, tu avais un autre volet de ta question. Et si non, comment dire ou assumer cette décision, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit la première des décisions, mais il faut voir comment, justement, on peut améliorer la relation de confiance, puisque une confiance, ça se gagne. Hein. Ça se perd, ça se retrouve. C'est difficile de la retrouver, mais ça peut se retrouver. Et il y a des exemples. Donc voilà, ma réponse est oui, on peut, mais avec un certain cadre qu'il faut mettre en place. Ok. Ouais. Achim, qu'en penses-tu? Moi, je suis complètement d'accord avec la réponse de Myriam. C'est vrai que la confiance, c'est quelque chose de très difficile à percevoir, déjà à construire. C'est très difficile à maintenir. Des fois, ça tient d'aspects qu'on ne maîtrise pas. Hein. On a affaire à des personnes en face de nous dont on n'a pas toutes les aspirations. Donc, on ne peut pas toujours maîtriser les éléments qui dirigent cette confiance et qui la constituent. Alors, moi, je pense qu'on peut travailler avec des gens avec qui on n'a pas confiance. Je pense que de toute façon, ça paraît même inévitable. C'est une perception. Donc, par définition, je ne la maîtrise pas complètement. Donc, des fois, je vais ne pas avoir confiance instinctivement en une personne. Donc ça, moi, je le comprends. Ce que je ne comprends pas, ça va être que l'équipe, ce qui va pour moi être un problème, c'est l'équipe qui n'a pas confiance dans le cadre ou des équipes qui n'ont pas confiance entre elles. Donc pour moi, on peut très bien travailler avec des gens en qui on n'a pas confiance. Et je vais même aller un petit peu plus loin, ça va paraître un peu bizarre de le dire comme ça. C'est que je trouve qu'il y a même un intérêt à avoir des gens autour de nous en qui on n'a pas complètement confiance. Ça aide à rester alerte sur les systèmes, ça reste à avoir une espèce de veille. Voilà, parce que je m'imagine un environnement où j'aurai confiance en tout le monde. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles je vais plus faire attention. Peut-être que je vais avoir une autre façon de fonctionner. Alors moi, quand elle m'a posé cette question-là, je me suis imaginé. De toute façon, pour un établissement, c'est simple. Hein. Est-ce que tu peux avoir confiance en tout le monde? La réponse paraît claire, non. C'est difficile d'avoir confiance. Nous, on est 500. J'imagine, Orange, vous êtes combien? 3 fois plus. Voilà, 2000. Donc la confiance unitaire comme ça me paraît quelque chose d'impossible à maintenir quand on en voit la constitution. Donc voilà, je pense que la confiance, ça peut être un piège, mais c'est utile. Non, mais c'est très intéressant. Mais donc, on ne garde pas... Donc, donc tu n'as pas confiance, en fait. En fait, moi, tu ne décides pas de mettre au centre d'une collaboration cet indicateur. Je ne vais pas prendre de décision par rapport à moi, ma perception de confiance. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que ma perception de confiance, je vais l'utiliser comme une alerte pour me dire, ah là, ça m'aide à affiner des systèmes, ça m'aide à affiner une procédure de contrôle. Voilà. Mais le cadre se charge, en fait, d'éliminer réellement les gens qui fautent et qui sont sortis de la confiance. Et puis après, même émotionnellement, parce que je sais qu'on en parle un peu plus loin, ça veut dire que quand on donne confiance, c'est quelque chose quand même qui est très personnel. Vous avez confiance, et puis le jour où la personne vous trahit, vous dites « Ah, on m'a trahi ». Et puis là, on perd en performance peut-être. Donc en fait, non, la confiance, moi je le vois plus comme un outil, une alerte, un guide un peu, mais que je ne mets pas au centre des décisions, jamais. Jamais, jamais.
Mais Stéphanie, si tu permets, ça me fait réagir parce que je suis d'accord avec toi et en même temps je suis pas d'accord. J'imagine, tu dois pas être la seule. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait que le cadre permet d'atténuer le défaut de confiance ou même la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un dans l'équipe ou de différents partenaires ou collègues. Voilà, ça se traduit partout. Mais par contre, je pense qu'il y a des niveaux de méfiance qui doivent être tranchés. C'est-à-dire quand ça expose l'entité, quand ça expose même la raison d'être de l'entité ou les valeurs, je pense que quand on a essayé un certain nombre de choses, bon, il ne faut pas tirer trop sur la corde, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Après, c'est dans la limite, on va dire, du normal. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des situations que moi, j'estime comme toxiques pour les équipes. Et dans ce cas-là, c'est au manager de les identifier et de trancher, clairement, quoi. C'est-à-dire, si les solutions, moi, j'ai peut-être pas autant d'outils de médiation que toi, mais si les quelques outils que j'ai n'ont pas marché en général et que je me rends compte que la situation est toxique, à mon avis, je suis d'accord avec toi, c'est que là, il y a une action de manager à faire et qui va justement donner confiance aux équipes, se dire ouais, non, il voit. Et il est capable de prendre la décision qui est même pas forcément confortable pour lui, mais il est capable de la prendre. Ouais, c'est l'idée d'assumer. Ah oui, ouais, ça c'est l'idée d'assumer son process finalement et d'aller au bout. Exactement. Absolument, absolument. Et donc à l'inverse, est-ce qu'on peut garder quelqu'un qui ne performe pas, mais en qui on a une totale confiance? Est-ce qu'à un moment la confiance peut compenser la performance? Guinguin. C'est lui qui. Vas-y, Myriam. Ben, je crois qu'il y a des environnements qui nous montrent que c'est quelque chose de très possible. On a des exemples qu'on ne va pas citer, où des personnes sont, on va dire, où elles sont, en raison de la confiance et de la loyauté qu'on peut leur reconnaître. Donc je pense que c'est un élément qui est très important dans l'entourage d'un dirigeant, d'avoir des personnes de confiance. Maintenant, le problème, c'est que quand cette personne n'est pas performante, il y a un sujet, il y a quelque chose à faire. Donc il faut identifier les raisons pour lesquelles elle n'est pas performante. Est-ce qu'elle n'est pas à la bonne place? Ou est-ce qu'il lui manque des outils? Ou est-ce que l'interlocuteur qu'elle a n'a pas le code pour lui permettre de révéler son potentiel? Parce que moi, je suis persuadée que tout le monde a un potentiel. Maintenant qu'il doit s'exprimer en étant activé, ou peut-être même, il suffira, le fait qu'on ait confiance en cette personne peut aider aussi à lui permettre de prendre confiance et puis de voir où est-ce qu'elle doit être. Autant l'intuition, ça compte aussi dans la façon de travailler. Donc, je ne me séparerai pas systématiquement d'une telle personne. J'essaierai. J'entends le systématiquement. Oui, le systématiquement. C'est important, effectivement, de l'intégrer. On n'est pas catégorique, effectivement. On met un délai. Et c'est ce que permet finalement la confiance. Un délai d'apprentissage, un délai de... Très bien. Et toi, Hachim, qu'est-ce que tu penses de cette question? Je suis tout à fait d'accord avec c'est vrai que c'est très compliqué de faire un choix. En fait, je me suis dit, du coup, je me suis imaginé un environnement où il n'y a que des gens en qui j'ai confiance, mais qui ne sont pas performants. Alors là, c'est la mort de la boîte. C'est ça. Donc on n'est plus là, on n'est plus à discuter, on n'a plus cette questionnement de performance ou de confiance entre nous, il n'y a plus de boîte. Si personne n'est performant, donc ça c'est réglé. Et donc je me suis imaginé l'autre chose, c'est donc que je suis avec des gens uniquement performants, mais en qui j'ai pas totalement confiance. Et donc moi je reviens à mon idée très pragmatique d'un cadre et d'un système qui m'aide à trier un peu et à orienter un maximum de choses qui vont m'inquiéter le plus et gérer un maximum de risques en fait, parce qu'en fait c'est ça, la confiance est en lien avec les risques. Il y a des éléments comme la loyauté, c'est des conforts des fois personnels. Ça permet de se décharger plus facilement. Mais est-ce que c'est vraiment les éléments qui vont faire tourner la boîte? Je ne sais pas, très sincèrement. Donc il n'y a rien je pense, de complet. Mais si je devais choisir entre une équipe complètement loyale ou une équipe complètement performante, mon choix irait vers l'équipe complètement performante. Voilà. Intéressant, très intéressant. Et je pense que tu vas dans le sens de la vidéo qu'on va vous montrer. Donc l'idée, c'est d'avoir des conférences un peu interactives. Et donc on va vous montrer une petite vidéo et je vais recueillir vos feedbacks sur la vidéo qu'on va montrer. Donc vous allez l'entendre, vous pouvez vous tourner un petit peu, qui est dite par l'un des fondateurs de l'Empire Auchan. On ne peut pas les former et non plus qu'à les travailler ailleurs. Moi, je me souviens d'un truc que tu m'as dit, je pense, 200 fois. Il vaut mieux un trou que quelqu'un qui ne correspond pas au modèle. Tant qu'il n'y a pas de trou, on ne remplace pas.
Quand il y a le trou, après on remplace. Ouais. Donc ils vont me faire le trou, parce que sinon on remplace jamais. Ça, j'avais jamais vu comme ça. Ça fait réagir. Hein, mais c'est quand même l'un des fondateurs de cet empire Auchan qui le dit, et qui dit qu'en gros, si vous ne faites pas de la place, on prend le temps de former, on prend le temps d'aligner les différentes personnes à ce qu'on veut, aux objectifs, au sens, confiance, performance. Mais si ça ne fonctionne pas, ben, il faut faire le trou, donc assumer la décision et remplacer. Qu'est-ce que vous en pensez de son... Alors c'est pas évident parce qu'en fait je pense qu'il n'y a pas une situation, ça répond pas à une seule situation. Ouais. Je pense qu'on est tous confrontés à des situations qui sont multiples, ça dépend où se situe le trou. Et globalement, parce qu'il y a des endroits où ça peut être fatal. Et il y a des fois, il y a des postes, c'est vrai, hein, qu'on va maintenir parce que l'absence de cette difficulté en fait, l'absence de cette personne peut créer quand même une situation fonctionnelle très compliquée. Bien sûr. Et il y a des fois où c'est l'inverse, effectivement, on peut pas avoir... Ça devient difficile de maintenir quelqu'un tout près de soi qui représente ce type de danger. Donc il y a vraiment un équilibre qui n'est pas évident et je ne pense pas que ça réponde à toutes les situations. Non, bien sûr. Donc je suis d'accord pour un certain nombre de situations, pour d'autres je pense non, pas du tout. Je préfère au contraire que ce soit plein plutôt qu'il y ait un trou. C'est clair. Et toi Myriam, qu'est-ce que tu en penses Et de du coup, cette si tu vidéo? es un médecin dont tu découvres l'alcoolisme, là pour le coup... Exactement, là il n'y a pas de débat et là c'est le cadre qui tranche. C'est interdit par le cadre, tu es fortement sorti du cadre et donc là tu es sanctionné. Ça c'est très clair. Moi par exemple j'ai eu des fois la situation de collaborateurs dont j'étais très proche, avec qui je partageais même un lien d'amitié, mais qui sont sortis du cadre. Et donc j'ai dû montrer aux équipes que c'est le cadre qui prime en fait. Et c'est pas moi, son niveau de loyauté envers moi ou ce truc, mais c'est l'intégrité du cadre, parce que c'est ce cadre qui soutient, nous on est entre 500 et 700 personnes, c'est lui qui soutient tout le monde en fait. Et toutes les familles qui sont derrière, si on commence tous à violer le cadre, je pense qu'il y a tout qui s'effondre en fait. Voilà. Et donc ton avis du coup sur cette vidéo? Écoute, moi je suis assez d'accord avec l'auteur de la vidéo, le monsieur, le fondateur d'Auchan. Je pense que on fait du mal à tout le groupe lorsqu'on a identifié qu'il y a un problème de performance, de confiance. Là, je crois que c'était la performance surtout. Et ça pénalise tout le monde. Donc, j'aime bien l'idée de dire on forme, on prend le temps, on trouve des circonstances atténuantes, on recadre les choses. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut aller combler un autre trou ailleurs que cette personne peut combler. Mais à cet endroit précis, elle n'est plus la personne indiquée. Et ça aussi, c'est le courage managérial qui va parler. Maintenant, j'entends ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas prendre la décision au détriment de l'entité, du groupe. Mais clairement, si on a une personne qui est identifiée ou un groupe de personnes ou qui mettent à mal tout le programme, toute l'organisation, il faut décider. Et on ne peut pas mettre quelqu'un qui, lui, peut-être, je ne vais pas parler de mérite, mais qui conviendrait à cette place-là, on ne pourra jamais le mettre. Et là, ce serait une erreur, je pense, de le laisser peut-être chercher indéfiniment une position qui lui est destinée. Donc voilà, là, je ne tranche pas, mais on va dire que je vais un peu plus vers le côté de la vidéo. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir sur cette vidéo? C'est le système qu'on doit sauver. Quand le système est en danger, on ne tergiverse pas. Mais tant que le système permet de maintenir, on peut encore maintenir. D'accord. Très bien, je poursuis. Et on va garder le micro pas trop loin, comme ça, voilà, on pourra tout à l'heure. Alors, donc Myriam, donc, comme tu sais, Orange a connu plusieurs transformations importantes tout au long de sa vie. Quels moments ont prouvé que la performance pouvait réellement décoller grâce à un acte fort de confiance du leadership? Oui, alors, moi, j'ai réfléchi à cette question parce que je suis relativement récente. Je suis une ancienne, vieille, jeune, récente chez Orange. En tout cas, par rapport à beaucoup d'entre mes collègues. Mais j'ai fouillé un peu dans l'historique et puis j'ai aussi entendu des moments quand même assez importants où le management a fait la différence. Et notamment, je pense à Orange Money. Le sujet du mobile money a clairement été introduit en Côte d'Ivoire par Orange et avec une conviction qui était portée par ses dirigeants. Et il fallait convaincre même en interne. Donc c'était une décision assez forte
mais qui s'est révélé être complètement adapté et qui a permis justement des performances, en tout cas à un certain moment de belles performances, et qui a fait des petits. Aujourd'hui, le mobile money, l'inclusion financière, ce n'était pas le métier d'Orange au départ. Et donc ça c'est un acte fort qui impacte les personnes qui sont autour du dirigeant et donc justement qui renforce la confiance. Donc il y avait ça, il y avait aussi certains plans d'optimisation, on va dire de boost du chiffre d'affaires et d'optimisation de charges où il fallait convaincre, où il fallait expliquer aux équipes. C'était difficile, la performance n'était pas celle qui était attendue. Je pense à un plan dont on m'a parlé qui a beaucoup, beaucoup secoué, Métamorphose, où il fallait vraiment retrousser les manches et que tout le monde se mette à exécuter ce plan et qui s'est révélé être totalement productif. Et donc, qui a aussi permis de renforcer la confiance. C'était des décisions, on va dire, assez fortes, risquées, au moment où elles étaient prises. Et donc, voilà, ce sont les deux exemples qui me sont apparus importants à partager. Très bien, c'est très intéressant. Il y a Charles Pépin, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui dit qu'on devient digne de confiance parce que quelqu'un a cru en vous. Totalement. Oui. Ça a été un peu ton cas, je veux dire, dans ton parcours? Oui, moi, dans mon parcours, totalement. Moi, j'ai intégré des milieux qui n'étaient pas les miens, des secteurs qui n'étaient pas les miens, notamment Orange. Le secteur des télécoms n'était pas le mien. Et on m'a fait confiance sur un secteur qui est assez spécifique, qui est particulier. Et pareil, dans le domaine bancaire et le domaine des assurances, on m'a fait confiance alors que je n'étais pas du domaine. Donc, voilà. Donc, quand on vous donne ce crédit de confiance, moi j'aime bien ce mot, ce crédit de confiance, et que vous donnez plus ou moins raison à ceux qui ont misé sur vous, ça renforce la confiance en soi-même. Bien sûr. Tout à fait. C'est ça. Merci. Hachim, je reviens à toi. Est-ce que tu as déjà observé une chute de performance liée à une perte de confiance au sein de tes équipes, même si la confiance n'est pas... Voilà. Est-ce que tu as appris quelque chose de cette expérience, si c'est arrivé humainement en tant que manager? Alors, il y a une expérience, en fait, qui m'a permis de repenser, grâce à ta question, j'ai retrouvé une expérience, mais qui me concerne moi, en fait. Ça veut dire que c'est moi qui ai perdu confiance en mon manager et un de mes directeurs. Et c'est là que je me suis rendu compte, et c'est en réfléchissant comme ça, qu'en fait, il y a des éléments, en fait, la confiance, c'est quelque chose de fragile. C'est quelqu'un en qui j'avais confiance. La confiance était encore, à l'époque, un élément central dans ma réflexion. Donc, il y a un trauma quelque part. Possible. Non, mais c'était très important, blague à part, c'est très important. Et son comportement, son irrégularité, à un moment, soudaine un peu, ont eu un impact, en fait, sur mon niveau de confiance envers lui. Et je me suis rendu compte que c'était dur, à un moment, de continuer à travailler avec quelqu'un avec qui on n'avait pas du tout confiance, surtout pour le coup le responsable. Donc, et surtout ça m'a permis de réaliser que c'était très fragile, que ça pouvait en fait disparaître très vite. Alors on va se connaître pendant très longtemps et des fois en fait quelques actes peuvent impacter en fait sur la confiance de manière assez forte et j'ai l'impression des fois de manière irréversible. Alors maintenant c'est le côté humain et je pense que ça dépend des caractères des uns et des autres. Et donc du coup moi ça m'a appris une leçon, c'est déjà, il y a un élément qui est important, qui m'est paru important après cette expérience personnelle, c'est la cohérence. Ça veut dire que déjà, essayer d'être cohérent dans l'ensemble des systèmes qu'on construit, de nos comportements, de nos relations avec les autres. La transparence aide beaucoup. Voilà, c'est essayer au maximum d'être transparent sur ce qu'on réalise. Il n'y a rien de secret ou de toute façon de diabolique derrière les bureaux du directeur. Donc on peut être transparent sur l'ensemble de nos actions quasiment. Donc beaucoup partager avec les équipes. Il y a un autre élément qui me paraît extrêmement important pour éviter de retomber un petit peu dans ce travers, c'est justement d'écouter et de lire un peu les ambiances. Alors, autant je dis que la confiance n'est pas centrale, mais c'est important. Ce que je disais à un moment, c'est une nécessité. Maintenant, c'est moi en tant que manager, j'ai besoin de voir et de lire un petit peu, des fois, comment fonctionnent les équipes et s'ils ont confiance en ce que je mets en place ou pas, pour savoir si je dois accompagner la performance pour leur donner confiance, et on reparle de l'interdépendance, ou l'inverse, travailler la confiance pour les accompagner vers la performance. Donc voilà un peu... Très bien. Moi, je conçois le schmilblick. Oui, je vois. Alors, comment savoir quand la confiance s'érode ou progresse? Est-ce qu'on peut la mesurer? Comment on mesure un résultat?
Donc on parle depuis tout à l'heure de confiance et de performance, mais j'aimerais qu'on aille juste un tout petit peu plus loin. Et j'ai une question à vous poser à tous les deux. Quand la fatigue s'installe, c'est un peu une question frein. Qu'est-ce que vous regardez en premier? Les chiffres ou les visages? La peur de décevoir est-elle un moteur de performance ou un frein à la confiance? Quand la fatigue s'installe, Oui. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Les chiffres ou les visages? je pense qu'on regarde... moi, je regarde les visages. Mhm. Oui, je regarde les visages parce que s'il y a des choses à faire, il faut que je vois qui est capable de le faire, qui est entier pour le faire. Donc, oui, je regarde les visages pour identifier dans un environnement, on va dire, dans une situation complexe, peut-être difficile, qui sont les soldats qui peuvent être devant, qui peuvent porter, et puis qui peuvent tirer les autres. Donc je regarde, oui, les visages, je regarde un peu les attitudes, les réactions, les silences, pour apprécier qui a besoin d'être motivé et qui peut m'aider à motiver. Hachim? Oui, donc complètement d'accord avec toi. Les visages, d'abord. En général, les chiffres, j'ai l'impression que ça arrive après. On sent déjà l'ambiance qui se dégrade, ou des éléments, en fait, qui sont un peu des prémices. Et les chiffres, en général, c'est déjà arrivé un peu plus loin on est déjà un peu plus loin dans l'action. Donc non, les visages en premier, c'est important. On doit sentir un peu les gens qui rigolent pas, les ambiances dans les bureaux un peu. Ça donne comme des indications un peu claires sur comment ça se passait, avec un biais quand même. Parce que moi, j'ai vu des équipes, notamment, je me souviens d'une équipe à La Réunion, une équipe qui avait une ambiance infecte, mais qui était méga performante. Alors, des fois, je sais pas comment ça fonctionne. Et le gars, parce qu'il y avait une star au milieu, quelqu'un de très fort, qui était exécrable avec tout le monde, mais l'équipe était très performante. On était à La Réunion, ils opéraient, ils faisaient un type d'intervention, ils faisaient parmi les plus gros scores d'Europe. Donc, à un moment, on se pose la question, maintenant, en tant que manager, alors oui, c'est bien, il faut que vous ayez confiance, les gars, il faut que c'est cette forme-là, mais finalement, les gars performent. Donc des fois, voilà, donc c'est cet équilibre et cette frontière qui n'est pas claire des fois, et pas évidente à gérer. C'est l'histoire du neurochirurgien? C'est un neurologue, donc un gars qui opérait mais comme une machine, mais qui diffusait une ambiance exécrable parmi l'équipe, mais tout le monde voulait travailler avec lui. D'accord. Et parce qu'il était performant, voilà, il était compétent, tout le monde voulait travailler avec lui, ils acceptaient de se faire maltraiter. Moi, c'était particulier, quoi, quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais c'est une équipe méga performante. Et il arrivait à tous les emmener aussi haut. Moi, je regardais un truc dernièrement, il n'y a pas si longtemps. C'était The Last Dance. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Génération Jordan, un peu. Ah, donc on en parle. Jordan, je pense que c'était pas le gars le plus cool du monde. Je pense qu'il a maltraité des gens. Mais des fois, la performance la frontière est pas simple à tracer, vraiment. Bien sûr, c'est le cas d'Obama et des niveaux d'exigence qui sont très très forts. Très poussés. Non, c'est intéressant. Alors, là, je vais vous poser une question, mais vous n'y répondrez pas tout de suite. Je vais mettre une vidéo et vous répondrez après, ça vous laissera le temps de réfléchir. Pensez-vous qu'on puisse mesurer la confiance, justement, comme on peut mesurer la performance? Et si oui, quels indicateurs ou signaux observez-vous dans vos équipes? Est-ce que la confiance peut être un KPI ou un indicateur mesurable? Donc on va mettre cette vidéo et vous me répondez juste après. C'est l'organisation la plus performante sur la planète. Le SEAL Team 6 est l'élite de l'élite. Et je me suis assis avec le responsable de la formation et lui ai posé une question très simple, à savoir, comment choisissez-vous qui fait partie de cette équipe? Et il a sorti une feuille de papier et a dessiné un axe X40 pour moi. Et sur l'axe vertical, il a écrit le mot performance, et sur l'axe horizontal, il a écrit le mot confiance. Clairement, tout le monde veut cette personne dans son équipe, le haut performeur de haute confiance, évidemment. Ce qu'ils ont appris, c'est que cette personne, ici, le haut performeur de faible confiance, est un membre d'équipe toxique, et ils préfèrent avoir un performeur moyen de haute confiance, parfois même un performeur bas de haute confiance. C'est une échelle relative, plutôt que le haut performeur de faible confiance. Maintenant, si vous regardez le monde des affaires, nous avons 1 million de critères pour mesurer la performance des gens. Et nous avons peu ou pas de critères pour mesurer la fiabilité de quelqu'un. Et puis nous prenons des membres d'équipe toxiques qui sont très performants et nous les promouvons et finalement ils deviennent des leaders toxiques. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Déjà, sur ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de son avis à Simon Sinek sur la question de la performance et
la confiance en milieu de Navy Seals? Je pense que déjà leur environnement est très particulier et très spécifique, où la confiance, en fait, c'est la survie. Je pense, ça doit être lié à ça. Et donc, du coup, ça devient central et ils doivent d'avoir comme une logique très profonde autour de ces éléments de confiance. Je pense que c'est vraiment quelque chose, comme on le disait depuis tout à l'heure, la confiance, c'est difficile à construire. Ça prend du temps, en tout cas, c'est des actes. C'est difficile à entretenir, c'est un peu fluctuant, on n'en maîtrise pas toujours toutes les composantes chez les uns et chez les autres. Donc ça demande, je pense, un travail énorme. Bien sûr. Et surtout, je pense que c'est aussi dépendant de la taille des équipes. Oui. Alors bâtir un lien de confiance à 3 ou 4, au niveau d'un codir ou au niveau d'un conseil d'administration, c'est plus simple qu'au niveau de tout l'ensemble d'une équipe de 100 personnes, 200 ou 300 personnes. Voilà, donc, non, c'est clair. Donc je pense qu'il n'y a pas une vérité sur ce sujet. Myriam, justement, est-ce que chez Orange tout se mesure, ou presque tout se mesure? Est-ce que la performance, enfin on mesure la performance, on mesure la satisfaction, la qualité, etc. Est-ce que vous avez déjà cherché à évaluer la confiance, justement, comme un indicateur à part entière? Est-ce que ce sont des choses qui pourraient se pratiquer? Alors chez Orange, on a une enquête sociale qui s'appelle Voice Up, où on interroge, qui s'appelle Voice Up, où on interroge, il y a un questionnaire qui est défini et qui adresse ces sujets-là, où tout le monde, une fois par an, on répond à un questionnaire qui mesure la confiance qu'on a en l'entité, la confiance qu'on a envers nos dirigeants, la confiance qu'on a les uns envers les autres, est-ce qu'on se sent respecté ou pas. Au-delà de ça, encore une fois, même le questionnaire, quand chacun répond, on n'est pas sûr d'avoir tous compris la question de la même manière, donc ça reste encore subjectif. Donc moi, au quotidien, comment je vais mesurer la confiance que je peux inspirer? Et Hachim, je rebondis sur un truc que tu as dit, la confiance, c'est vraiment dans un lien. C'est-à-dire la confiance au système, mais la confiance que je peux inspirer aux équipes, mais aussi qu'elles peuvent m'inspirer et qu'elles s'inspirent les unes envers les autres. Donc tout ça, ça se mesure pour moi après observation. Je vais regarder les visages, on en parlait tout à l'heure, je vais voir la tonalité, comment les gens se parlent, l'inspiration, la motivation, les propositions qu'ils peuvent faire, ou au contraire, si personne ne dit jamais rien, si lorsque je propose quelque chose, tout le monde est silencieux, je vais m'interroger. Donc ces indicateurs-là, on va dire, ça va être l'écoute, l'observation, et puis essayer de jauger le climat. Voilà. Et puis ça, c'est au niveau du collectif, mais avec l'individu, je vais essayer aussi, j'essaie avec mes équipes d'avoir un contact direct, même avec ceux qui ne me rapportent pas directement, pour vous jauger un peu l'état d'esprit. Et souvent, quand on fait les réunions, on commence par un petit tour de table, quelle est l'humeur du jour. Et même les non-dits me permettent d'identifier certaines choses. Donc voilà, pour moi, il faut s'imposer d'observer un peu, de juger un peu les rapports, et soi-même, ce qu'on peut renvoyer comme image aux collègues. Non, c'est ça. Et dans ton environnement, Hachim, est-ce qu'il y a, effectivement, tout est, je suppose, quantifié, est-ce qu'il y a des indicateurs formels pour mesurer un petit peu la confiance? Oui, enfin... Alors techniquement, oui, un peu comme ce que disait Myriam, il y a des éléments un peu sur tout ce qu'on peut faire comme enquête auprès du personnel. Le taux d'absentéisme, les turnovers, ça donne des éléments un peu, parce que je parle encore du système sur ces éléments de confiance. Et après, l'essentiel, et je suis d'accord avec toi, c'est informel en fait. C'est dans les réunions, le niveau de dynamisme des équipes, les bureaux, tout le monde fait la tête, les gens qui essayent de vous voir en tête à tête, ou des équipes qui viennent vous voir en groupe. En fait, c'est des messages complètement différents. Et vous sentez quand les gens sont plutôt dans une ambiance de confiance entre eux et qu'ils arrivent à évoluer, ou quand il y a quelque chose qui ne va pas. Pas forcément en lien avec la confiance, mais en tout cas que l'équipe est en train de se briser, quoi. Ok. Ouais, non, c'est ça. Et Walter Lippmann, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux... il est plus de ce monde, journaliste politique, un peu précurseur du libéralisme. Il disait que la confiance, c'est un climat et pas une statistique. Et c'est un peu ça, en fait. Complètement. C'est l'idée de ressentir un petit peu les choses, de les vivre. Moi, à la limite, je dirais qu'à la limite, la confiance, c'est comme un ciment un peu dans l'organisation, les trucs qu'on met en place. C'est-à-dire que c'est essentiel, ce que tu disais tout à l'heure. Ça doit être un peu partout. On ne peut pas toujours la maîtriser, mais c'est un ciment, ça colle des choses et ça permet à certaines choses de mieux adhérer, de mieux fonctionner. Mais il y a un côté pas palpable. Donc c'est vraiment un indicateur sur lequel non plus on ne peut pas complètement s'appuyer. Donc c'est un ciment sans être un ciment. Voilà. Oui, non, c'est
particulier comme C'est ça, concept. et puis effectivement, ça peut se transformer en fonction des contextes, effectivement, des situations, etc. Myriam, tu es une femme dirigeante dans un environnement qui est très compétitif. Comment tu prépares tes équipes et toi à rester claire, alignée et performante, même sous pression? Est-ce que tu as des rituels, des pratiques? Moi, à titre personnel, je veille toujours à être concentrée sur l'objectif, à ne pas me laisser envahir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous détourner de l'objectif. Bien sûr. La pression, les urgences des autres, beaucoup de choses peuvent intervenir. Et donc, pour garder ma clarté, pour pouvoir la transmettre aussi, j'ai des temps de méditation quotidiens. Je prends du temps pour moi, de calme, de silence, d'introspection, pour être bien, pour pouvoir véhiculer des choses positives. Et on n'est pas toujours en forme, hein, mais je m'impose ce temps de repli sur moi et sur les choses que j'ai pu identifier qui doivent être travaillées. Donc j'y pense. Donc beaucoup de méditation, de prière. Je prie régulièrement, je me décharge dans la prière, parce que je ne peux pas toujours tout confier. Donc voilà, ce sont mes rituels. Marcher aussi. Marcher, je réfléchis beaucoup, je conçois des choses beaucoup en marchant. Et puis voilà. Donc moi, ce sont mes rituels. Maintenant, avec les équipes, j'essaie de traduire, même quand il y a de la pression, la cohérence, la clarté, donc de garder le cap, et de ne pas se laisser envahir. Donc prendre du recul, toujours relativiser. Par exemple, je me parle souvent, je m'auto-calme, je m'auto-coach. Voilà, je me dis, écoute, t'en as vu d'autres, ça, tu vas surmonter ça, voilà. Ou alors, ah ouais, là, t'as besoin quand même il faut que tu te remontes un peu, là, t'as été un peu trop ébranlé. Ou alors, ah, j'ai identifié chez telle personne, depuis quelques jours, une attitude peut-être un peu de repli, je vais l'appeler. Je vais essayer de parler d'autre chose et peut-être que ça va venir. Donc voilà, je médite beaucoup et puis après, je passe à l'action. Quelle est ton hygiène mentale et émotionnelle? Alors, je sais que tu es un méga sportif et donc c'est important de le rappeler à quel point c'est vraiment vital pour surmonter tout ça. Donc pour maintenir justement cette lucidité et la confiance autour de toi, même justement quand c'est aussi variable, quand il y a autant de tempêtes. Ah non, mais tu l'as dit pour moi, le sport, je pense que c'est quelque chose qui aide beaucoup. On a un moment le samedi. Il faut que je pense à des activités plus spirituelles quand même, tu m'as fait réfléchir. Parce que nous, on a un moment le samedi qui est dédié à la bagarre. Donc en fait, on a 2 heures, il y a Fred qui est dans la salle, et donc il peut en parler. Déjà, elle a été conviée déjà. Voilà. Donc on est avec mon grand aussi qui est là, et donc c'est un moment dédié à la bagarre. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Alors tant qu'on le vit, on ne se rend pas compte à quel point c'est essentiel et que ça nous décharge. En fait, c'est un sport, non, de la bagarre, pas réellement. Pardon, excusez-moi, c'est pas réellement. C'est un sport de combat et on a des moments où on fait des sparring. Voilà, donc c'est des sparring où on n'est pas blessé, mais on peut être intense. On peut être très intense, ça dure longtemps. On fait une dizaine de rounds avec très peu de repos. Et en fait, oui, il y a des moments, en fait, on ne peut pas vivre plus de pression que ces moments-là. On ne peut pas être plus inconfortable que ces moments-là. On ne peut pas avoir plus mal qu'à ces moments-là. Donc finalement, ça relativise beaucoup de choses. Voilà, quoi. Donc sorti de là, vrai, moi, il y a des gens avec qui faire un round avec eux, je préfère prendre de la pression au bureau, quoi, parce que c'est physiquement compliqué et intellectuellement compliqué. Je crois que Stéphanie sait de quoi elle parle aussi. Voilà. J'ai testé aussi. Donc c'est particulier comme sport, mais ça aide à décompresser. Bien sûr. Non, mais c'est vraiment important et tu le dis, après chacun ses rituels, chacun sa méthode de décompression, mais c'est quelque chose de vital en fait. Il n'y a pas à réfléchir. J'entends beaucoup lors des séances de coaching ou même en formation, beaucoup d'entre vous qui arrêtent le sport parce que le job nous occupe. On a beaucoup de temps à passer au travail et du coup on sacrifie, parce que c'est vraiment un sacrifice, on sacrifie quelque chose qui peut nous permettre d'être plus productif au final. Et c'est vrai que c'est important. Donc c'est important d'entendre des dirigeants, des personnes qui ont un niveau de responsabilité élevé, avec un planning. Moi des fois, on devait se préparer pour ce soir, on s'est vu, mais les autres fois, à 20h il était encore, ou à 21h il était encore au travail. Donc ce sont des personnes qui ont des agendas qui sont comme vous tous ici d'ailleurs. Et donc à un moment donné, oui, il faut prendre rendez-vous avec
ces moments de sport pour pouvoir vous libérer. Sinon, ça devient compliqué. Donc c'est important, hein. J'insiste toujours un peu là-dessus. C'est vital. Alors, là, ce serait dangereux pour les équipes. Pardon ? Je dis arrêter serait dangereux pour les équipes. Mais c'est ça. Je pense comme toi, sans méditation, je pense qu'il y en a qui vont pas, vont pas survivre, non ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais bien sûr. Non, mais c'est important. Quand je rentre chaque jour à la maison, j'ai un moment où je me retire. Et je mets devant la porte de la pièce dans laquelle je me retire, ne pas déranger. Parce que il faut redescendre. Des fois, on a des journées qui sont compliquées et on a besoin effectivement de se recueillir. Donc, on parle de méditation, on parle de prière. Et oui, c'est important. Moi, j'ai besoin des deux, de me bagarrer et de prier. Et ça fait du bien. Alors, si vous deviez transmettre à vos équipes une boîte à outils, justement, qui serait en lien avec le sujet du jour, confiance et performance, quels seraient les 3 ingrédients essentiels ? On parle d'un outil pratique, d'une attitude à encourager et d'une erreur à éviter. Donc on va commencer par l'outil. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez ? Comme outil pour... Comme outil. Donc, pour la boîte à outils de performance et confiance, donc l'outil, la pratique que vous recommanderiez à vos équipes. Enfin, l'outil. Un outil pratique, d'accord. Oui. Qui pourrait aider et dans la confiance et dans la performance. Ouais. Ça peut être, par exemple, dites vite et vrai, soyez vrai dans toutes circonstances, par exemple. Non, je pense qu'il y a un élément qui est important, surtout pour nous les managers, et que je pense qu'on doit partager avec les équipes, c'est la transparence. La capacité à dire les choses sans arrière-pensée et sans retenue, moi, dans la mesure du raisonnable et du respect, mais qui est cette liberté d'expression, et que les gens puissent facilement exprimer ce qu'ils ont, et arriver à créer le cadre. Alors, c'est pas toujours évident, et c'est très lié aussi à la personnalité qu'ils ont en face d'eux. C'est ça. Alors moi, par exemple, peut-être que moi, je vais avoir cette envie de créer cette facilité de dialogue, mais peut-être que mon attitude et mon caractère ne le facilitent pas. Mais moi, je pense que ce serait un des outils que même moi, à la limite, je prendrais. D'accord. Ok. Et toi ? Alors, j'ai évité les redites, mais je suis en phase avec toi, la communication, on va dire vraie. Mais je peux parler d'organisation. Ok. Comme on parle de confiance et de performance, c'est avoir des habitudes qui nous conviennent à nous pour anticiper. Anticiper sa journée, anticiper sa semaine, ça aide à la confiance et ça aide aussi à se projeter pour faire ses tâches en fait. Bien sûr. Donc moi je fais beaucoup de listes par exemple. Je fais des listes la veille pour le lendemain. Des fois je fais pas tout ce qui est sur la liste, mais parce que je priorise aussi. Et puis je peux avoir des imprévus dans la journée, mais ça m'aide, ça me cadre. Donc je fais beaucoup de listes sur des papiers, sur mon téléphone. Donc c'est un outil que je peux donc l'organisation, s'organiser, mais selon sa méthode, ce qui nous convient le mieux. Bien sûr. Une attitude. Alors sur l'attitude, peut-être que ce que je peux recommander, c'est vraiment d'être empathique. Est-ce que c'est l'attitude empathique? Ça marche? Oui, c'est une attitude empathique. Alors empathique, pourquoi? Parce que souvent, on voit les choses de son propre point de vue. Et de se mettre à la place de l'autre, de l'interlocuteur. Et si l'autre fait pareil, en réalité, on se comprend. Parce qu'on arrive, quand l'autre vous parle, vous n'entendez pas ce que vous voulez, mais vous entendez ce qu'il vous dit. Parce que vous ouvrez la possibilité de comprendre différemment. Bien sûr. Donc l'empathie, je pense que ça peut vraiment aider à la confiance et à la performance, parce que ça renforce la compréhension les uns des autres, et puis ça permet d'aller vite, d'éviter les non-dits, les incompréhensions. Donc l'empathie, c'est... Voilà, j'irai vers ça. D'accord, ok. Et toi, complètement, non, je trouve l'empathie, c'est un trait très intéressant. Même si pour moi, ça rejoint un petit peu des fois la confiance, parce que il y a quelque chose d'intrinsèque dans l'empathie, difficile à apercevoir, peut-être à mettre... Non. Tu penses que ça se construit? Tu penses qu'on peut la construire chez quelqu'un? Parce que pour moi, elle peut être plus ou moins présente. Il y a un côté un peu naturel, instinctif dans l'empathie. Il y en a qui l'ont plus que d'autres. Mais est-ce qu'on peut le construire d'après toi? Oui, mais je pense surtout il faut vouloir être empathique. Il faut déjà être dans la démarche de ne pas fonctionner que de son point de vue. En fait, je pense
J'appellerais pas ça de l'empathie, mais C'est plutôt quoi, de l'écoute alors active. De l'écoute active, Oui, alors. parce que c'est vrai que l'empathie appelle à une autre, je pense à une autre posture. Ouais. Euh, C'est de euh, compat... alors c'est ouais. pas de la compassion, mais C'est encore l'empathie, autre On est capable de se mettre quasiment Oui, entièrement à la place de l'autre. C'est Voilà. ça. Et Je pense que l'écoute capacité, active est cette écoute dont tu parles, qui est une écoute sans jugement. C'est ça. Sans imaginer ce que l'autre va penser, même sans même donner de conseils, parce qu'on est les C'est premiers, Ouais. quand quelqu'un vient vous voir et vous expliquer une problématique, au lieu de prendre ce temps d'écoute totale, la première chose qu'on va faire, c'est réagir. C'est ça. C'est juger ce qui a été dit, c'est conseiller, c'est voilà. Alors que quand on est dans cette posture d'écoute active, eh bien, en fait, on se tait. Les émotions, ce sont des signaux qu'on a chacun d'entre nous, qui sont vraiment là pour nous donner le sens des choses. Et donc, quand ils ne sont pas entendus, les dégâts peuvent être considérables. Donc, en fait, c'est de trouver ce juste équilibre émotionnel. Mais s'il n'est pas écouté, si l'émotion n'est pas entendue, le danger, il vient bien après, sûr. quoi. Il ne faut pas que l'émotion nous embarque. Mais voilà, et pour qu'elle ne soit pas embarquée, c'est là où effectivement, comme vous dites, je prends un peu de recul, je vais réfléchir, je vais redescendre et je reviens pour parler du sujet qui peut émotionnellement. Mais j'ai trouvé. J'ai même 2 exemples, Ouais. 2 choses à ne pas faire. La première, éviter de prendre les choses personnellement. Oui. C'est-à-dire des fois, on vit les choses comme si on était agressé personnellement, on était attaqué. Et ce que disait Marie-France tout à l'heure, c'est on est dans un tout. Donc tout n'est pas centré sur nous. C'est ça. Donc déjà éviter ça. Et puis tu vois, je t'en donne 2. La deuxième chose que je dirais d'éviter, c'est de dire régulièrement, enfin de souvent être mise à défaut sur des affirmations. C'est-à-dire de dire régulièrement des choses qui sont fausses. C'est-à-dire de ne pas vérifier ce qu'on dit, mais ça peut arriver une fois, mais d'être toujours retrouvé dans des informations qui ne sont pas vraies. Bon, moi, ça sape la confiance. Tu me dis 2, 3, 4, 5, 6 fois des choses, dès que je vérifie, c'est le contraire. Bon, j'ai du mal après à prendre ta parole au sérieux. Donc vraiment, éviter de mépriser sa propre parole. Voilà. C'est super important. Intéressant. Je donne un dernier, alors, le respect de ouais. l'engagement. Oui. C'est assez essentiel. Ouais. Quand on donne des engagements, ça donne confiance d'ailleurs. En général, c'est comme ça qu'on évalue des fois la confiance Bien avec un sûr, collaborateur. Pour honorer Respecter, ce qu'on dit. honorer ses engagements tant que possible. Ou au moins être en capacité d'expliquer quand ce n'est pas le cas. Bien sûr. Et par contre, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ça veut dire que ça ne peut pas être répétitif. Si au moment tu respectes aucun de tes engagements, ça devient problématique. Et là, tu détruis en tout cas, tu n'aides pas à construire la confiance, je pense. Non, c'est clair. C'est clair. Moi, je pense qu'il y en a plein d'erreurs à ne pas commettre. On en a toujours plus que l'inverse. Alors, à quoi, Myriam, pardon, à quoi veilles-tu chaque jour pour préserver la confiance tout en exigeant la performance? Alors, moi, je dis souvent, il faut que je fasse ma part pour pouvoir être exigeante. Donc, il faut que ce que je suis en mesure de donner soit donné pour que je puisse exiger des autres. Donc, je veille à ce que le cadre dans lequel évoluent les équipes soit épanouissant, soit rassurant, sécurisant. Je leur répète régulièrement que je suis accessible à tout moment par WhatsApp, voilà, pour qu'ils me fassent part de leurs besoins, de leurs difficultés éventuelles. Donc je veux pouvoir, tant que ça dépend de moi, qu'ils aient tous les outils pour pouvoir performer, justement. Et ça me donne la légitimité d'être exigeante. Donc voilà un peu comment j'aborde la chose. Intéressant. Et toi, du coup, Achim, dans ton expérience, quelle attitude distingue un simple manager d'un vrai manager capable d'inspirer durablement confiance et performance? En fait, pour moi, ça va être celui qui va être vraiment ce qu'on disait, l'architecte du système. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire un système juste, transparent, le plus équitable possible, et qu'en fait, le résultat de ce système, cet environnement que tout le monde va vivre, en fait, pour moi, c'est ça qui va donner un peu, qui va créer et la confiance et la performance. Donc en fait, c'est vrai que ça me place un peu en retrait. Ça peut paraître très technocrate, que ça met le manager derrière le cadre et c'est le cadre qui gère tous ces aspects-là. Mais pour moi, il y a un peu de cette réalité-là. Et d'ailleurs, je pense que ça décharge un peu émotionnellement, d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir un aspect technique dans la gestion des choses, plutôt que des fois personnel et de prendre les choses pour soi. Je trouve structurant même. Ouais, structurant, ouais. Mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et c'est un peu la perception que j'applique, en fait. Ok. On va parler, on a bientôt terminé. Comment on reste debout, aligné quand tout vacille? Myriam, on parle souvent de résilience des équipes.
rarement de celle des dirigeants. Qu'est-ce qui t'aide personnellement à tenir quand les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous ou quand la critique s'intensifie? Une bonne dose d'humilité à cultiver. Je prends du recul. Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, en tout cas en ce qui concerne la part que je dois faire, avant qu'on me le dise, je m'en suis déjà aperçue. Donc j'ai déjà réfléchi à ce qui n'a pas fonctionné, mais je suis preneuse des critiques, je suis preneuse des remises en question, donc un temps de recul. Mais dans la critique, je fais le tri. C'est important pour moi de faire le tri dans tout ce qu'on me dit, parce qu'il ne faut pas que je me perde. Donc il faut que je reste dans ma cohérence et que je puisse prendre du bon et ce que j'appelle du moins bon, ou pas forcément du moins bon, mais du pas indiqué pour moi ma situation. Et puis une fois que j'ai analysé tout ça, je me dis ce sont les périodes dans lesquelles on peut plus se révéler. Donc je repars au charbon. Oui, c'est ce que Dickens dit, il dit, chaque épreuve nous révèle à nous-mêmes. C'est ça. Alors du coup, Hachim, à toi. Comment tu cultives ta propre performance sans perdre ton humanité? Où places-tu la frontière entre exigence et bienveillance envers toi-même et tes collaborateurs? Alors elle était très compliquée cette question, Oui. très très compliquée. Oui, surtout quand on est très dans le cadre. Ouais, très dans le cadre. Alors ça aide parce qu'en Bien fait, il y a une partie de la réponse, la première partie de la réponse, Oui. j'y réponds encore une fois par le cadre. L'autre partie, tout ce qui est lié à la bienveillance, en fait, là, encore une fois, il y a une frontière et c'est un équilibre qui n'est pas évident. Et en fait, là, depuis qu'on en parle, depuis tout à l'heure, je me rends compte que tout est équilibre. C'est que les frontières sont toujours très fines parce qu'en fait, on est souvent tracté par la performance. C'est la performance qui nous tracte et ça nous pousse à l'exigence, à l'exigence envers nous-mêmes, mais aussi envers les équipes. Alors, l'exigence envers nous-mêmes, on la gère plutôt facilement. L'exigence envers les équipes, par contre, dans la perception, c'est quelque chose qui est particulier. Alors moi, j'aurais horreur de savoir que je puisse être non bienveillant avec mes équipes, autrement dire malveillant, mais des fois, il y a une perception et je peux comprendre que à pousser vers le résultat, à être exigeant, on peut entraîner une perception de malveillance, de non bienveillance. Je ne vais pas dire malveillance. Oui, c'est pas de la malveillance. C'est pas de la malveillance, mais de non bienveillance. Voilà. Face à certaines Donc l'équilibre n'est situations. pas évident, quoi. Mais ça veut dire que c'est comme en sport, comme quand on fait une préparation, il y a des moments qui sont extrêmement désagréables. On doit se pousser, on doit se forcer, mais ça va être positif. Donc, je pense qu'il y a cette notion de comprendre réellement où les gens sont. Le but, c'est pas de les écraser, c'est de leur permettre de toujours rester suffisamment vivants et entiers pour réaliser ce qu'on a réalisé quand même. C'est quand même la base. Donc, c'est-à-dire de prendre en compte l'humain, quoi, de manière générale, et savoir quand il va pas bien, quand il a besoin de se poser. Moi, ça peut m'arriver de dire à des membres de mon équipe, mais non, parce qu'il prend 2 jours, va te poser, parce que là, tu es en train de... Tu fais trop d'erreurs, tu enchaînes les erreurs, c'est pas grave, mais on fait tout. Prends 2 jours, repose-toi, c'est pas grave, le système va continuer, tu reviens, tu seras plus à l'aise. Donc, difficile de répondre de manière tranchée à la question, parce que je sais même pas si moi-même, des fois, tu sais, c'est des questions qu'on se pose, hein. Est-ce que là, j'ai pas mis trop de pression? Donc, en vrai, je ne saurais pas te répondre entièrement. Je pense qu'il faudrait poser la question à des membres de mon équipe. Que je n'indiquerai pas dans le public. D'accord. On est sur la fin et il nous reste 2 petites questions et des questions qui sont posées à tous les deux. Est-ce que vous avez déjà reconnu une erreur ou une faiblesse devant vos équipes? Et comment est-ce que ça a pu transformer justement cette relation? Alors moi, j'ai vraiment aucun mal à reconnaître mes faiblesses ou mes erreurs, notamment vis-à-vis des équipes, parce que je considère que c'est humain. Sur les faiblesses, je ne vais pas parler vraiment de faiblesses, mais c'est vrai que n'étant pas du domaine des telcos que j'ai intégré il y a 2 ans et demi, alors j'avais fait de la consultance dans ce domaine, mais je n'étais pas en immersion en interne. Je n'ai aucun mal à appeler les équipes, à leur dire, bon ça, ce point-là, je ne comprends pas, explique-moi. J'ai besoin de comprendre pour qu'on puisse avancer dessus. J'ai vraiment aucune difficulté à ça. Alors, il y en a plein dans la salle, peut-être qu'ils vont me contredire, mais je ne crois pas. Et on a une démarche assez participative dans nos échanges, donc on peut avoir un point de vue, par exemple, juridique. Des fois, l'interprétation, elle peut varier. Moi, je peux avoir une position, et puis je peux me ranger, au final, à la position des autres, en me disant, oh, mais finalement, vous avez raison. Donc, je pense que c'est important de le faire pour déjà soi-même, pour pouvoir progresser,
reconnaître qu'on n'a pas la science infuse, mais aussi donner l'exemple aussi, qu'on est faillible, on ne sait pas tout. Et on forme un collectif, donc je donne l'exemple, je pense, en reconnaissant que je ne sais pas tout et que je peux me tromper. Alors, effectivement, reconnaître, donc c'est beaucoup d'humilité, remise en question, etc. Ouais. Mais je veux dire, quand l'erreur a été commise, d'accord. C'est vraiment, on a commis une erreur, ouais. Et est-ce qu'on est capable, quand on est dirigeant, vis-à-vis des comptes qu'on a en rente, aller dire, je m'excuse, je me suis trompée. Oui, tout à fait. Est-ce que ce sont des choses oui, que tout tu à as fait. Voilà. Faire des choix, par exemple, en pensant bien faire, en pensant faire pour le bien de tout le monde, et puis se rendre compte que non, c'était pas si bien que ça comme choix. Donc, dans ce cas-là, en effet, il ne faut pas persévérer si on se rend compte. Prendre des avis. J'ai la chance dans mon équipe de pouvoir parler avec mes collègues de manière, je pense, libre. Ouais. J'espère qu'ils pourront dire ça aussi. En tout cas, c'est un souhait que j'ai. Et certains, oui, j'espère, il faudra les interroger. Mais en tout cas, certains ne se privent pas de me dire ce qu'ils pensent. Et je trouve ça très sain. Donc, ça permet de se recadrer des fois, ou alors de confirmer sa position. Aussi en disant, oui, c'est vrai, mais bon, je pense qu'on reste sur ça. Ouais. Voilà. Et toi, Achim, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce sont des choses oui, je me trompe très souvent, déjà. Je me trompe très souvent. Ok. Je pense qu'on prend beaucoup de décisions. Bah oui. Je suis loin d'être à 100% dans mes décisions, donc il y a forcément un gros lot d'erreurs dedans. Moi, j'ai pas de mal à le reconnaître devant les équipes. En général, c'est moi qui trouve mon erreur devant les équipes, même ça peut arriver. Donc, non, pour moi, c'est pas un problème, c'est pas un signe de faiblesse. Et au contraire, c'est un peu cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure, pour que la parole soit libérée, pour que les gens comprennent que on fait des erreurs tous, finalement. Bien je pense que c'est le meilleur exemple, c'est de soi-même montrer que je fais des erreurs. Et peut-être que j'en fais même plus que toi d'ailleurs. Oui. Tu vois, donc le tout, c'est de savoir comment on avance et comment on les reproduit pas. Voilà. Qu'est-ce qui va manquer? Il faut se tromper souvent. Ouais. Et pour être performant. Et puis Stéphanie, si tu permets, pour compléter, moi j'ai beaucoup de mal avec l'erreur qui n'est pas reconnue. C'est quelque chose qui vraiment que je dois traiter difficilement. Parce que pour moi, l'erreur, elle est humaine. Mais quand elle est flagrante et qu'elle n'est pas reconnue, là, j'ai du mal. J'ai un problème de confiance. Parce que je me dis, il y a une difficulté de pouvoir se remettre en cause. Et donc, c'est quoi la prochaine étape? Ça veut dire que l'erreur, elle va se reproduire. Parce qu'on n'a pas tiré les leçons. Bien sûr. Donc, je suis dans cette démarche de reconnaître mes erreurs parce que je trouve que c'est constructif. Et j'attends ça des autres aussi. Bien sûr. Donc, pas de difficulté, vraiment. Okay. Après, il y a erreur et erreur. Hein. Je pense que je n'ai jamais été dans une erreur catastrophique, donc peut-être que je voudrais la cacher. Mais je pense que le fait d'avoir l'épée de Damoclès va me faire me dire non, va dire vite, tu te libères de cette affaire et puis on gère. Et c'est rassurant pour des dirigeants, par exemple pour les personnes à qui je réponds, Mamadou et Mamadou Bamba aussi. Je pense que je leur dois de leur dire à un moment donné, là, ça n'a pas marché, pour qu'ils aient l'information, qu'ils sachent la traiter. Et s'il y a une erreur, même je m'empresse, je dis, il faut vite qu'on dise avant que ce soit découvert, avant que nous, on le dise. Donc oui, c'est fondamental de pouvoir dire. Après, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être révélées. Ça n'a pas bien fonctionné, on n'est pas obligé, si on a corrigé, il n'y a pas de risque, et puis c'est aussi notre rôle de se soutenir, d'assumer qu'on est le premier responsable de la direction et qu'on ne va pas venir exposer forcément les autres. Donc, ce n'est pas tout qu'on va présenter, mais on équilibre les infos qui peuvent circuler ou pas. Et même dans une équipe, des fois, on va couvrir une erreur pour pouvoir garder la cohérence de l'équipe en disant que lui, il va être trop exposé, si on dit que c'est de sa faute. Et donc, tu pourrais couvrir l'erreur en disant non, je n'avais pas vu non plus, je n'avais pas vu son mail, mais il en avait parlé parce que ça peut garder une cohérence d'équipe un peu quand même. Donc non, c'est pas complètement d'accord avec toi. Et puis même, des fois, il peut y avoir un intérêt à la révéler pour que ça serve d'exemple, de contre-exemple en fait. Donc on apprécie au cas par cas. Complètement. Je vous remercie. Merci. Tous les deux pour ce moment et ce temps accordé et toutes ces questions et les réponses que j'ai pu obtenir. Mais c'est pas terminé. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors là, c'est le petit moment du public. Si vous avez des questions à leur poser, profitez-en. S'il y a des membres des équipes d'Achim, c'est le moment que jamais.
Osez poser vos questions. La confiance, en fait, pendant 1 heure, j'écoute attentivement Hachim et pardon, j'ai oublié le prénom. Myriam. Et Myriam. On se rend compte que la confiance, en fait, est regroupée derrière une multitude de valeurs. Il existe plus de 150 valeurs, réellement. Et donc, la notion de confiance pour Hachim n'est pas forcément la même notion de confiance pour Myriam, et n'est pas forcément la même notion de confiance pour une institution ou pour une équipe. Donc, de la même façon qu'une société va fixer, une institution ou une société va fixer des KPI pour aller atteindre des objectifs, etc., je pense qu'une société a aussi des valeurs. Et en fait, la confiance va derrière ces valeurs. Donc ma question, c'est, est-ce que, tourner différemment, est-ce que vous laisseriez quelqu'un qui n'a pas vos valeurs dans votre équipe ? On en parlait la dernière fois avec justement un de mes collègues. Une stagiaire qui ne dit pas bonjour, on ne va pas la garder. Parce que pour moi, l'élément de courtoisie est essentiel. Quelqu'un qui ne dit pas bonjour dans l'équipe, non mais c'est vrai, c'est la règle quoi. Tu sais pas dire bonjour, c'est une règle. Hein. Dire bonjour le matin, c'est une règle quoi. C'est pas un choix quoi en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas se dire bonjour dans l'équipe, je vois pas comment on va faire pour travailler après quoi sur des sujets plus complexes. Non. Oui, non, mais ça a été dit ici il y a quelques jours par vrai. Notre DG, à peu près dans les mêmes termes. Bonjour. La carte bonjour. Notre Pardon, carte de DG, visite, pardon, il y a un pardon. bonjour au dos. Ah, Oui, non, c'est ça. mais moi, je serais plus... je vais plus atténuer. Parce que Fred, il a parlé de mes valeurs. Alors, il y a des valeurs communes. Voilà, dire bonjour, le respect. Oui, de l'organisation, Voilà. tu veux dire? Et puis, il y a les valeurs aussi de l'entité. Chez Orange, on a 3 valeurs fondamentales, qui est la responsabilité, l'attention et l'audace. Mais moi, mes propres valeurs, elles sont propres à moi. Je veux dire, si elles sont spécifiques, je n'attends pas de tout le monde d'avoir exactement les mêmes valeurs que moi. Bon, c'est pas le but. Mais par contre, des valeurs qui nous rejoignent, qui sont communes, oui, c'est essentiel. C'est ça. D'autres questions? Moi, ma question s'adresse à M. Hachim Diop, parce que dans mon esprit, j'ai du mal à intégrer la marge de manœuvre qu'il a. Il est dans le secteur sanitaire, directeur de l'hôpital mère-enfant. Et déjà, quand moi j'entends ça, je vois 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'impact sur les patients et on est en train de parler de vie ou de mort. À ce stade-là, on n'est pas en train de dire qu'il y a une erreur dans la vie juridique. Si c'est trop, enfin je vais dire c'est des dommages et intérêts, c'est de l'argent que la société va perdre. Là, c'est la vie. Voilà. Et puis, je me dis, dans le personnel, je distingue deux catégories. Le personnel administratif et puis le personnel purement médical, c'est-à-dire ceux qui interviennent directement sur les patients. Je me demande en fait, quelle est votre marge, sachant que, sauf si je me trompe, hein, dans ce domaine, vous avez des agents qui sont des fonctionnaires. C'est différent du privé, où on peut dire on met fin à ton contrat, mais là, c'est la fonction publique qui les affecte. Il n'y a pas de relation de confiance. Peut-être que la performance peut exister, mais je me demande dans votre posture, franchement, je me demande un peu quelle est votre marge de manœuvre. Comment vous faites à la fois pour avoir cette équipe de confiance et puis pour que cette confiance puisse se répercuter sur la qualité des soins et donc le taux de survie des patients. Parce que, je vous assure, parfois, on va pour des soins et pendant que le monsieur est en train de nous prélever, on l'entend en train de se plaindre des longues heures de travail, des conditions difficiles. Quelqu'un qui est en train de chercher ta veine, qui parle de... Bon, vraiment... Là, c'était chez nous. Non, pas de chez vous. Merci. Mais je donne l'exemple. En fait, je me dis, c'est tellement sensible, donc j'aimerais vraiment avoir votre position. Alors, quelle est la marge? Parce que vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. Oui, la question, c'était de savoir sur la marge de manœuvre, au niveau de la confiance, comment vous arrivez à établir cet équilibre? Parce que quand moi je regarde, je me dis que c'est pas assez, vous n'avez pas assez de marge. Comment vous y arrivez? J'ai besoin d'avoir votre avis. Alors on a peut-être qu'il faut que j'explique un peu le fonctionnement. On a un fonctionnement associatif, c'est-à-dire qu'on est privé à but non lucratif. Donc on a effectivement des fonctionnaires, mais ils sont mis à disposition dans notre structure. Et on n'a pas que des fonctionnaires, vous l'avez dit, on a plusieurs catégories de personnel, administratif, technique. L'hôpital, c'est à peu près 15 ou 16 professions différentes.
C'est un environnement qui regroupe vraiment Et par exemple, pour opérer, il faut qu'il y ait des gens qui nettoient la salle jusqu'au chirurgien. Et le chirurgien a besoin d'infirmiers pour l'habiller, pour passer les instruments, pour endormir. Donc c'est vraiment c'est beaucoup de professions différentes, parfois même complètement qui n'ont pas l'habitude de se marier ensemble. Mais voilà, l'hôpital, c'est ce meeting pot là un peu. Et nous, techniquement, les fonctionnaires, ils sont mis à notre disposition et on peut les remettre à disposition. Le principe est simple, c'est le cadre qui décide en fait. Encore une fois, je reviens un peu à ces règles de fonctionnement. Et c'est ça qui nous permet de trancher et de gérer en fait la relation avec les soignants. C'est quelles règles on impose dans le service, comme le téléphone. Il n'y a pas le droit d'avoir le téléphone dans les services. On a un système de plainte. Donc si demain on reçoit une plainte où le patient se dit pendant qu'il me piquait, il parlait avec son téléphone, ça devient quelque chose qui sort du cadre et qui est tout de suite maintenant, pour nous, palpable et sanctionnable. Alors pas forcément de manière grave, mais ça permet en fait de faire progresser les comportements. Donc on a une marge de manœuvre qui est celle aujourd'hui de... Par exemple, on a des réunions tous les vendredis où on traite toutes les plaintes. Donc ça nous permet de redescendre pas mal de circuits. C'est-à-dire que tous les vendredis, on reçoit toutes les plaintes, y compris les plaintes Facebook, tout. On a fait un truc et on récupère tout. Et on repasse tout au crible. On regarde un peu quel service, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça permet d'avoir des alertes. Ça permet de savoir s'il y a des choses qui sont urgentes à changer ou à faire progresser ou à améliorer, ou si les gens sont sortis du cadre en fait. Et donc après, on a la liberté de les remettre à disposition et de la fonction publique et de pouvoir éventuellement chercher à recruter quelqu'un d'autre. Donc là après, la question renvoie à ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est l'équilibre et quel poste est en jeu, parce qu'on est dans un environnement où il y a une tension sur les ressources médicales. Donc aujourd'hui, par exemple, il manque d'anesthésistes. Si on en a des anesthésistes, on perd la sécurité, par exemple, d'accouchement. Si moi, il me manque 2 anesthésistes demain, peut-être que je vais avoir du mal sur des gardes, parce que j'ai des gens qui vont faire des gardes d'affilée. Au bout de 48 heures, on devient plus performant, donc on peut faire des erreurs. Voilà, donc c'est des questions qui sont quand même relativement complexes. La marge de manœuvre faible, elle est parfois liée à l'environnement dans lequel on évolue, qui est l'environnement de la santé. Et celui, des fois, de la Côte d'Ivoire, qui est un manque de ressources médicales pour ces aspects-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. La première question ira à l'endroit de Hachim. Tout à l'heure, dans son intervention, plutôt dans l'intervention de Stéphanie, il a dit qu'il n'aimait pas le terme leader, qu'il aimait plus le terme manager. Donc, moi, ma question, c'est de savoir pourquoi il n'aime pas le terme leader. Et il préfère qu'on parle de manager. Pourquoi je dis ça? Parce que on est réunis ici ce soir, justement. Le terme tourne autour du leadership, en réalité. Voilà, en gros. Donc, pourquoi manager plutôt que leader? Ça, c'est la première question qui est Hachim. Et la deuxième question va s'adresser aux deux. On a parlé beaucoup de confiance. On a dit que la confiance se construisait. On a parlé aussi d'objectifs. Et qu'est-ce que vous pensez, pour pouvoir créer cette confiance, qu'est-ce que vous pensez de l'alignement et de connaître les finalités des membres de l'équipe? Est-ce que connaître la finalité de ces team members permet finalement d'avoir un alignement stratégique et puis de pouvoir aller dans la même direction? L'alignement par rapport, la finalité, voilà. C'est-à-dire que chacun de nous a une finalité, un peu une aspiration, c'est ça. Donc, les ambitions? Non? Pas forcément les ambitions. L'ambition, c'est un peu comme un objectif. Voilà, il peut être mesuré dans le temps. Alors que la finalité part de l'émotionnel. Ça fait appel à l'émotion. Par exemple, moi, je peux dire, ma finalité, c'est de pouvoir impacter sur les vies des personnes à qui je suis dans le domaine du solaire. Donc, je distribue l'énergie solaire dans des zones rurales. Donc, le fait de pouvoir apporter l'énergie, une source d'énergie propre, à des personnes qui sont dans des zones off-grid, le fait de pouvoir impacter les vies de ces personnes-là, pour moi, est, on va dire, ma finalité.
Et dans les équipes, chacun a sa finalité. Le fait de connaître les finalités de tout un chacun, finalement, va permettre de pouvoir aller tous dans une direction. Donc, de créer un alignement. Je ne sais pas si c'est... Ouais, je vois. Voilà. Alors, je ne sais pas si moi, parce que moi, je sais pas si ma réponse va plaire. Manager, leader. Déjà, manager, leader. Alors, effectivement, parce qu'il y avait la question, c'était plus complet. C'était que représente, je crois, un leader inspirant. Voilà, c'était absolument. un peu ça dans l'idée. Exactement. Et donc, dans l'idée, pour moi, c'est un peu une image. Voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on est... je ne vais pas être très radical, comme je t'ai dit, mais oui, c'est l'objectif, en fait, se dire, c'est comme une image, se dire qu'on va inspirer ses collaborateurs. Ça me paraît quelque chose, en fait, d'assez particulier comme quête. Oui, en tout cas, moi, ça ne me correspond pas. Je pense qu'en fait, les éléments de réussite et tout, en fait, parlent pour nous en général. La manière de fonctionner au quotidien, les actes, ce qu'on construit, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus ce qui devrait attirer l'attention que ce soit, incarné dans une personne sous un schéma de leader inspirant et motivant. Voilà. C'est plus le concept, en fait, que je percevais comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Et oui, donc la deuxième partie, c'était sur l'alignement. Alors je considère qu'on ne peut pas tous, là, même si on se met à 10, on ne peut pas tous avoir les mêmes aspirations. Il y en a un qui va chercher à payer le crédit de sa maison, l'autre à gérer le divorce de sa femme, l'autre à changer de cuisine. Et voilà, moi je le rencontre, moi j'ai un objectif par exemple qui va être, et j'y pense en permanence, c'est comment faire en sorte pour qu'on soit mieux les gens. Mais j'ai aussi conscience que je ne vais pas le partager avec l'ensemble du personnel. Je ne vais pas m'attendre à ce que tout le monde ait la même aspiration que moi. Voilà, quoi. Et c'est peut-être pour ça que je suis dans cette position-là, c'est parce que je suis capable d'avoir cette aspiration et quelque part de la diffuser un peu. Mais je pense que c'est partiel et qu'on ne doit pas toucher aux aspirations des gens. Chacun est comme il a ses aspirations, sauf si c'est quelque chose qui est contraire à la logique, au contraire à la survie de la boîte. Mais non, chacun doit avoir ses aspirations, c'est important. Je pense qu'il faut les entretenir même. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, moi j'ai eu des gens qui sont partis faire d'autres formations dans les secteurs où on était. Et je pense qu'il faut l'accueillir, quoi. Faut aider les humains à être mieux, quoi. De toute façon, je pense que c'est la base des choses. Bon. Oui, moi je suis d'accord avec cette réponse, mais peut-être pour revenir sur comment tirer profit des motivations des uns et des autres pour servir le but commun. Et je pense que c'est un exercice auquel on peut se prêter, avec plus ou moins de succès en fonction des aspirations des uns et des autres, mais c'est intéressant parce que c'est justement pour impliquer davantage. Donc si j'arrive à identifier pourquoi la personne se lève chaque matin, est-ce que pour elle c'est important, par exemple, qu'on puisse répondre de manière plus rapide à une préoccupation qui est posée, qui est là depuis des années et qu'elle veut ce résultat, je peux l'entendre si j'ai besoin qu'elle passe à une autre étape dans son fonctionnement, dans ce qu'elle peut livrer. Donc je vais l'utiliser pour servir un but plus large, qui est peut-être la cohésion avec une autre personne. Une fois que je considère qu'elle est satisfaite dans ce pourquoi elle est là, j'aurai son écoute sur les choses que je peux attendre d'elle. Donc je fais ce travail-là, j'essaye. C'est un travail que je fais à l'insu de mes collègues. Mais voilà, j'essaye de voir ce qui les motive. Dans mes équipes, il y a des gens qui sont passionnés par tout ce qui est respect des règles. C'est important pour eux qu'il y ait des règles et qu'ils soient suivis, qu'ils soient respectés. Et lorsqu'il y a, par exemple, une fraude qui intervient, on a fait la semaine de la fraude il n'y a pas longtemps, et qu'il n'y a pas l'aboutissement, c'est-à-dire peut-être la suite du traitement de la fraude qui a été identifiée, ils sont contrariés. Ils sont contrariés parce qu'ils viennent pour servir Orange sur réduire les fraudes. Donc il faut que moi j'entende ça pour qu'ils puissent avoir le secours, le concours des autres pour les conforter dans ce qu'ils font et maintenir la motivation. Donc j'entends cette question-là dans ce sens-là. Voilà. Et oui, c'est un effort qu'on essaye de faire. Après, c'est pas toujours possible. Merci Myriam. Oui, bien sûr. Donc j'ai deux questions à poser. Ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui peut détruire la confiance plus vite chez vous, selon vous?
L'incompétence ou la trahison? Première question. Deuxième question. Je pense que déjà, la première question, je ne sais pas, vous voulez d'abord répondre à la première question avant d'attendre la seconde? Non, pour moi, très clairement, la trahison. La trahison. Oui, la trahison. Si on parle de confiance, de manière de lien entre les personnes, la trahison, très clairement. Et toi, Myriam? Oui. Parce que la trahison, je pense qu'on la fait moins par hasard. On peut faire des erreurs qui emmènent la non-performance. La trahison, c'est rarement un hasard. C'est exactement mon point de vue. C'est intentionnel, c'est volontaire. Oui, c'est même souvent des fois prémédité, et donc c'est malveillant. Ouais, et non, en fait, évoluer dans un environnement malveillant, c'est compliqué. Exactement. Donc c'est un signe important, je pense que ça aide de voir les trahisons. Oui, l'incompétence, c'est relatif. Hein. L'incompétence, c'est relatif. C'est vraiment relatif. Je pense que des fois, les gens ne sont pas aux bonnes positions, en fait. Aussi, ouais. Après, bon, pour être totalement incompétent, il faut faire des efforts. Hein. Ah oui. Faut vouloir être incompétent. Faut-il d'abord exiger la performance pour accorder la confiance ou accorder la confiance pour obtenir la performance? Moi, je l'ai plus ou moins dit. Et je vais rester cohérente. On ne choisit pas toujours les gens avec qui on travaille. Et des fois, même quand on choisit les gens avec qui on travaille, on n'a pas la certitude qu'on a fait toujours le bon choix. Donc, il y a une présomption de confiance. Il y a une touche de confiance. Et elle se conforte ou elle se réduit. Et elle peut grandir, elle peut arriver à un niveau où, voilà, on peut même être tenté de se reposer sur ses lauriers et de trop responsabiliser. Donc moi, je dis crédit de confiance, performance vient renforcer ça. Et la performance, elle est le fruit de ce que j'ai pu discerner dans la personne, ce pourquoi je l'ai choisi, et si je ne l'ai pas choisi, ce que j'ai pu identifier chez elle. Donc après, c'est quelque chose qui s'alimente. Mais donc, un peu de confiance, je n'ai pas le choix, je suis obligée, et puis je vois ce que ça donne. Ok. Alors moi, je dirais qu'il faudrait s'adapter en fait au profil de la personne qu'on a en face. Il y a des gens qui ont besoin de confiance pour performer. Voilà. Il y a des gens qui arrivent à performer dans le doute, par exemple. Moi, je sais que j'arrive à performer dans le doute et que c'est même un moteur, en fait, hein, pour moi, pour performer. Et donc, à partir de là, je me dis qu'en fait, ça dépend réellement des personnes. Il y a des gens, on a besoin de leur donner de la confiance, en tout cas d'exprimer de la confiance pour qu'ils puissent performer. Et il y a d'autres, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il va performer. Peut-être que naturellement, ce que je disais, il y a des perceptions. Hein. Naturellement, c'est pas quelqu'un qui vous donne à la base confiance. Mais la suite de sa performance finit par vous dire, bah, en fait, finalement, le gars, il est pas si mal, quoi. Moi, depuis, on me parle de lui, on me dit ça, mais moi, à chaque fois que je donne un truc, il rend à l'heure, il respecte ses délais, c'est propre. Donc voilà, je pense que c'est un équilibre qui est pas mal. Moi, je me souviens d'une situation, c'est une des premières fois où j'avais une responsabilité dans un service, et j'avais une agent qui était très forte, moins techniquement, quoi. Et moi, j'avais confiance en elle. Et donc, je me suis dit, ah tiens, elle est performante, j'ai confiance en elle. Et elle était, je me suis dit que je la montais dans l'équipe. Donc, je lui donnais une responsabilité. Et c'est quelqu'un que ça a noyé, finalement. Elle était très confiante là où elle était. Elle arrivait à faire ce qu'elle faisait très bien. Et j'ai mis dans un endroit où elle avait perdu confiance en ce qu'elle faisait. Et elle est devenue imperformante. C'est difficile après de monter quelqu'un et de devoir le redescendre parce que c'était quand même un agent que tu n'as pas envie d'éliminer. C'était ma décision. Donc, mais après, finalement, je me suis rendu compte que le fait de la mettre en responsabilité, ça ne lui convenait pas. Et ça avait brisé sa confiance en elle-même, quoi, douter de tout, un truc. Alors qu'avant, c'est elle qui expliquait tout à tout le monde. Alors, c'est pour ça que je me suis dit que je vais la mettre en responsabilité. Mais d'être dans ce cadre, sans la réelle responsabilité, lui convenait très bien. Et lui permettait de bâtir, elle, sa confiance tranquillement. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a des éléments dans cette réponse qui sont liés à la personnalité qu'on a en face. Et je pense qu'il y a des gens, vraiment, c'est sans confiance, si vous ne leur faites pas confiance. Je ne vais pas le dire, mais j'ai un collaborateur dans cette salle. Et lui, s'il ne sent pas ma confiance, il ne va pas travailler. S'il ne se dit pas, ouais, s'il n'a pas la confiance du DG, pour lui, ce n'est pas la peine. Pour lui, il a besoin de savoir à tout moment, et puis je le sens, hein, il va venir chercher la confiance, il a besoin que je donne des éléments de confiance, et à l'inverse, je vais sentir que si je donne un élément et je lui envoie quelque chose, même involontairement, qui va ébranler cette confiance, ça peut l'impacter fortement. Donc c'est vraiment, je pense, qu'il y a un élément de caractère très personnel dedans.
Je suis d'accord complètement avec toi sur le schéma général, mais ça s'adapte vraiment aux situations. Et moi aussi, parfaitement en phase avec toi. Et moi, j'ai un exemple dans une autre vie, pas à Orange. J'ai hérité d'un collaborateur d'une autre direction. Et en fait, j'avais pas d'a priori. Quoique les sujets qu'il traitait n'avançaient pas beaucoup. Mais j'avais pas d'a priori. Et en fait, je lui ai donné 2, 3, 4 fois des choses. Et en fait, c'était jamais fait. Ou alors, c'était fait approximativement. Et là, tout de suite, moi, j'avais un problème. J'arrivais plus à travailler avec lui. Je n'arrivais plus. Donc, il fallait que je me force à lui donner du travail. Parce que systématiquement, c'était pas le rendu attendu. Donc là, pour le coup, la confiance que j'avais donnée de manière minime, elle a complètement été rétrécie. Et puis, j'ai dû mettre en place des choses pour qu'il aille dans un autre service encore. Parce que ça ne convenait pas du tout. Donc, ça se mesure aussi à ce que tu délivres, hein, à un moment donné. Bien sûr. Je vais vous laisser nous donner le mot de la fin. Si vous avez un dernier petit mot à ajouter pour conclure. Oui, j'y vais. D'accord. Donc, je disais merci au début pour cet exercice vraiment intéressant. Moi, ce que je retiens, en tout cas de l'exercice, c'est que c'est un équilibre à trouver. Il n'y a pas forcément à opposer la confiance à la performance, même si certains d'entre nous ne peuvent pas fonctionner sans confiance et d'autres sont rassurés par l'absence de confiance. Mais voilà, c'est un équilibre à trouver, ce n'est pas une science exacte et ça dépend des environnements. Et ça dépend aussi des situations, des personnalités. Donc il y a différents facteurs qui rentrent en cause. Et donc il faut analyser à chaque fois. Ça demande de l'implication intellectuelle, d'adapter. Et donc merci en tout cas de m'avoir associé à cet exercice. Merci d'avoir dit oui. Et d'avoir participé avec Hachim. Merci à toi, c'est super intéressant. Merci beaucoup Stéphanie, c'était génial, c'était un échange très enrichissant. Il y avait plein d'idées que je n'avais même pas en tête, qui n'étaient même pas passées dans mon esprit, donc merci beaucoup Myriam pour tous ces échanges. Non, le sujet est intéressant et je pense que moi, c'est des questions que je ne m'étais jamais posées, très sincèrement. Je ne me suis jamais assis à réfléchir sur le niveau de confiance. Il y a des éléments très intrinsèques, on est dedans, on ne se rend pas forcément compte, on ne caractérise pas, on ne met pas des mots dessus. Donc l'exercice est super intéressant. J'espère qu'à la limite, tu devrais envoyer le questionnaire un peu à tout le monde. Parce que, je pense que ça devrait être... Non, c'est vrai, c'est des questions vraiment qui challenge. Hein. C'est-à-dire que moi, au début, quand on m'a dit oui, on va faire un talk, je pensais qu'on va s'asseoir et puis on discute un peu. Et puis la première question, je dis attends, mais de quoi on parle là? Non, ça permet de réfléchir un peu plus en profondeur sur ce qui nous constitue d'ailleurs et comment on fonctionne en fait avec cet ensemble. Donc merci à toi et puis merci à tous pour l'accueil. Et la dernière chose, c'est que nous avons notre prochain rendez-vous qui est en janvier. Voilà, donc encore merci à tous pour le temps que vous nous avez accordé, pour l'intérêt, la confiance, et puis on espère à très vite. Voilà, merci beaucoup. Et ce que je retiens des échanges que j'ai eu plaisir à partager avec Hachim Diop, sous la modération de Stéphanie Chibanda, c'est que c'est un équilibre à trouver. La performance qui sert les intérêts de la société, mais pas sans la confiance, qui est indispensable pour motiver et conduire les équipes. Donc c'était très enrichissant et je vous encourage à voir les liens de retransmission. Merci beaucoup. Et donc en fait, si on devait retenir quelque chose, c'est qu'il y a des mots comme ça qu'on utilise régulièrement, confiance, performance, d'autres. Et ça vaut la peine d'y réfléchir et à un moment de se poser et vraiment donner le sens de ces mots dans le fonctionnement de la société qu'on dirige. Donc vraiment, si je pouvais inviter tout le monde à réfléchir de manière générale sur ce qu'est la confiance, la performance ou d'autres notions, voilà, ce serait mon message. Ce que j'ai pu retenir, c'est que la confiance, elle se bâtit et on ne peut pas obtenir peut-être une équipe performante sans toutefois ignorer la notion de confiance. Comment arriver à créer de la confiance tout en maintenant un niveau de performance ou performer qui va créer par la suite la confiance. Donc je pars vraiment édifié par tout ce que j'ai entendu, par tous ces échanges très enrichissants et je ressors encore conforté dans ma position que la confiance est importante dans nos organisations. Il faut créer la confiance si on veut maintenir la performance. J'ai vraiment beaucoup appris. Là, j'ai des armes qui vont m'aider à diriger mieux mes équipes, à mieux coordonner, structurer mes équipes. Donc j'apprécie vraiment et
j'ai hâte d'être à la prochaine édition, quoi. Merci beaucoup à vous.